Maillon central du projet Seine-Escaut, premier réseau européen de transport fluvial à grand gabarit, le canal Seine-Nord Europe va relier le réseau fluvial français à celui du nord de l'Europe et répondre à des enjeux tant économiques qu'écologiques. Il permettra d'accueillir des convois poussés jusqu'à 180 mètres de long sur 11,40 mètres de large, pouvant transporter 4400 tonnes de marchandises. Alors il y a 6 écluses qui sont envisagées sur le canal Seine-Nord-Europe pour assurer le franchissement du relief du territoire. 6 écluses dont 2 de 25 mètres de hauteur de chute, soit les plus élevées d'Europe. Les 6 écluses ont été conçues pour répondre à 2 objectifs majeurs. Un objectif de passage des écluses pour les bateaux en 30 minutes maximum, dont la moitié en temps de sachet, et un objectif de préservation de la ressource en eau grâce notamment à la création de bassins d'épargne associés à un système de pompage. Alors plusieurs études approfondies ont été menées pour définir les solutions techniques optimales, dont la solution radier perforé. Pour cette dernière, la Société du canal Seine-Nord-Europe, maître d'ouvrage, a été accompagnée par son maître d'œuvre, le groupement WAN, et par son sous-traitant, le service public de Wallonie. Le système de remplissage et de vidange du sas par radier perforé vise à minimiser la durée du sassement tout en limitant les efforts dans les amarres. Il doit également limiter les ondes qui se propagent dans les tronçons du canal, appelés biefs, situés de part et d'autre de l'écluse. Plus précisément, ce système permettra, à l'issue de l'optimisation des éléments constitutifs, de respecter un ensemble de critères de performance imposés par le programme. Dans le cas de l'écluse de Oisy-le-Verger, située dans le Pas-de-Calais, le temps de sassement souhaité est de 13 minutes en remplissage du sas et de 15 minutes en vidange du sas. En ce qui concerne les efforts exercés sur les convois, la pente maximale admissible dans le sas est de 0,7 pour 1000 longitudinalement et de 0,35 pour 1000 transversalement. Afin de limiter l'impact des ondes de sassement dans les biefs, le débit maximum admis est de 70 mètres cubes secondes dans les prises d'eau situées dans l'avant-port à l'amont et le rejet est limité à 35 mètres cubes secondes à l'aval. Le système d'alimentation en eau, sélectionné pour l'écluse de Oisy-le-Verger, comprend 4 bassins d'épargne pour économiser l'eau et un bassin tampon pour amortir le rejet dans le bief aval. Ces bassins latéraux sont situés en parallèle du sas et forment un escalier d'eau. Les bassins d'épargne stockent une partie du volume d'eau à évacuer lors de la vidange de l'écluse pour être réutilisé lors du remplissage suivant. Les écoulements se font de manière gravitaire, c'est-à-dire d'un point haut vers un point bas, sans apport énergétique additionnel. En remplissage du sas, une chambre de dissipation sous le sas permet de rassembler et homogénéiser l'eau provenant successivement des bassins d'épargne, d'abord inférieurs et puis supérieurs, et finalement de l'avant-port amont. Pour atteindre cette chambre, l'eau circule via un système de prise d'eau situé dans les bassins, d'aqueducs transversaux qui relient les bassins à la chambre et de vannes levantes qui régulent tour à tour l'écoulement. Un radier perforé, situé entre le sas et la chambre de dissipation et comprenant un grand nombre d'ouvertures sur son épaisseur, permet le transfert d'eau depuis cette chambre vers le sas. Inversement, en vidange du sas, le radier perforé permet le transfert d'eau du sas vers la chambre de dissipation. L'eau de la chambre de dissipation se dirige ensuite vers les bassins d'épargne, le bassin tampon et finalement vers l'avant-port aval. Au total, 14 prises d'eau et 14 vannes levantes sont nécessaires. Le système permet d'économiser 2/3 du volume d'eau du sas. L'objectif de la modélisation détaillée de ce système d'alimentation est d'effectuer les choix dimensionnels et opérationnels optimaux pour atteindre les critères de performance. Les 2 objectifs de la modélisation, c'est d'une part de bien connaître les phénomènes physiques qui se produisent au sein de l'écluse, et ensuite quand on maîtrise bien ces phénomènes physiques, on va pouvoir chercher à optimiser et à obtenir des performances les plus abouties possibles. Alors l'approche hybride de conception de ces écluses consiste à utiliser à la fois des modèles numériques et des modèles physiques. Et c'est la combinaison de ces 2 approches qui va nous permettre d'être le plus performant possible.
L'approche numérique, dans un premier temps, elle a permis de tester un grand nombre de paramètres différents afin d'obtenir un dimensionnement le plus abouti possible avant d'attaquer la phase suivante de modèle physique. Une fois qu'on a optimisé le plus possible le dimensionnement de cette écluse avec les modèles numériques, on peut construire un modèle physique qui va répondre le plus rapidement possible aux attendus de l'étude. Ensuite, lorsqu'on a fait la phase de modélisation physique, on a continué à travailler sur nos modèles numériques et c'est par cette optimisation et la convergence de ces deux approches que nous avons pu optimiser le plus possible cette écluse d'Oisille-Verger. Les modèles numériques qui sont recalés finement sur la maquette physique vont nous permettre ensuite de dimensionner avec précision l'ensemble des écluses qui sont prévues sur ce projet. Alors ce modèle validé, il va ensuite pouvoir prendre en compte l'ensemble des modifications ultérieures du projet. On a une approche avec deux types de modèles numériques, à la fois des modèles numériques qu'on appelle filaires ou 1D, qui vont permettre de reproduire l'ensemble des phénomènes physiques qui se produisent dans l'écluse. Et puis ensuite, pour des phénomènes plus complexes, où on a besoin vraiment de connaître le détail, on va faire appel à des modèles numériques 3D. Ces modèles 3D, ils consistent à découper le volume fluide en petits éléments, plusieurs millions, et donc ça va être des temps de calcul extrêmement longs, qui vont ensuite nous permettre de connaître vraiment finement le fonctionnement hydraulique de certains objets complexes. Et ensuite, la combinaison des deux approches, à la fois les modèles 1D et les modèles 3D, vont nous permettre vraiment d'optimiser ce dimensionnement. L'objectif du modèle physique, il est double. D'une part, c'est paramétrer et valider le modèle numérique. Et puis, c'est d'optimiser plus finement certains éléments du système de remplissage et de vidange du sas de l'écluse de Oisille-Verger. Parmi les choses qui ont été dimensionnées et optimisées, il y a ce qu'on appelle le radier perforé. Donc, le radier, c'est la partie qui est située entre la chambre de dissipation et le sas de l'écluse. C'est en tout cas dans le cas de l'écluse de Oisille-Verger et des écluses de haute chute du projet Seine-Nord. Et donc, ce radier, il est constitué d'ouvertures, qu'on appelle aussi des perforations, qui permettent à l'eau de transiter de la chambre de dissipation vers le sas de l'écluse quand on veut remplir l'écluse, ou bien, dans le cas d'une vidange de l'écluse, passer du sas de l'écluse vers la chambre de dissipation. Les éléments qui ont une influence pour le radier perforé, ce sont la position, l'orientation et le nombre de perforations. Et donc tout l'enjeu du modèle, c'était de définir le meilleur agencement de ces ouvertures dans le radier. Et donc on a testé différentes situations à partir des premiers essais qui avaient été faits aussi sur modèle numérique. L'objectif est également d'optimiser finement les lois de manœuvre des vannes du système d'alimentation en eau de l'écluse de Oisille-Verger. Donc l'objectif est de trouver le meilleur moment et la meilleure vitesse d'ouverture de chacune des 14 vannes qui régulent l'ensemble du système d'alimentation en eau du sas. La difficulté et l'enjeu, c'est d'optimiser à la fois le temps d'ouverture pour que ça aille vite, pour que le sassement ait lieu rapidement, et en même temps que ça n'aille pas trop vite, parce que sinon il y a trop de mouvements d'eau, trop d'agitation dans le sas, et donc on risquerait de rompre les amarres. Afin de pouvoir représenter tous les éléments géométriques pertinents du système d'alimentation, une échelle 1/25e a été utilisée. Cela signifie que chaque longueur, largeur et hauteur est divisée par 25 par rapport à la configuration qui sera construite sur terrain, ce que l'on appelle le prototype en jargon d'hydraulicien. Sur le terrain, le sas aura une longueur utile de 195 mètres, une largeur de 12,50 m et une chute de 25 mètres, c'est-à-dire un écart de niveau entre le canal amont et le canal aval de 25 mètres. Sur le modèle, cela devient une longueur utile de 7,80 m, une largeur de 50 cm et une chute de 1 m. Avec les avant-ports et les bassins d'épagne, l'emprise au sol du modèle physique de l'écluse de Oisille-Verger est d'environ 22 mètres sur 6 mètres. Pour les autres paramètres physiques, on utilise les lois de similitude de Froude qui expliquent comment convertir les grandeurs prototypes en grandeurs sur modèle physique et inversement. Par exemple, pour les vitesses et le temps, on utilisera un facteur de 5 entre les dimensions sur terrain et celles sur modèle.
Cela signifie que 15 minutes sur terrain correspondent à 3 minutes sur modèle. Lors de la conception du modèle physique, des matériaux transparents ont été sélectionnés pour permettre la visualisation des écoulements dans le sas, la chambre de dissipation, les aqueducs et les bassins d'épargne. Une attention particulière a été portée au système de support afin de limiter la déformation des matériaux sous la pression de l'eau dans le sas. Un des enjeux principaux dans l'exploitation du modèle physique est de pouvoir reproduire avec exactitude le mouvement des différentes vannes de sassement. Un système de 14 vannes levantes et de 14 vérins électriques linéaires a été mis en place à cette fin. La position des vérins peut être réglée en continu, avec une précision millimétrique. Chaque vérin renvoie sa position effective grâce à un encodeur incrémental. La mesure de niveau est effectuée au moyen de 18 capteurs de distance à ultrasons. Un capteur par avant-port, 2 capteurs par bassin d'épargne et par bassin tampon, et jusqu'à 6 capteurs dans le sas en l'absence de convoi. Chaque capteur émet un ultrason qui est réfléchi par la surface de l'eau et renvoyé vers le capteur. Le temps de parcours de l'ultrason permet de déduire la distance parcourue. La mesure du niveau moyen dans le sas permet de calculer l'évolution temporelle du débit dans le système. C'est ce qu'on appelle l'hydrogramme de sassement. Un autre enjeu dans l'instrumentation est de pouvoir évaluer avec précision les pentes d'eau longitudinales et transversales dans le sas. Le calcul de la pente par différence entre deux mesures de niveau opérées par les capteurs de distance ne serait pas suffisamment précis au regard des critères de performance. Une mesure directe de la différence de niveau est plus complexe à mettre en œuvre, mais permet d'assurer la précision voulue. 10 capteurs de pression différentielle d'une plage de plus ou moins 50 mm d'eau permettent de mesurer simultanément la différence de niveau en 10 endroits du sas. De nombreuses connexions sont possibles, tant le long de l'axe principal du sas que transversalement grâce à un grand jeu de prise de pression prévu dès la conception du modèle physique. Les capteurs sont reliés aux prises de pression au moyen de tuyaux flexibles. Pour les phases d'essai en présence d'un convoi, les efforts d'amarrage sont mesurés de manière indirecte afin d'éviter la dépendance à la géométrie de pose des amarres et les incertitudes dues au frottement dans les systèmes de glissement des bollards. Les amarres ne sont donc pas représentées explicitement dans le modèle physique. Par contre, un système de mesure des efforts hydrodynamiques totaux est mis en place. Le bateau est guidé sur 2 axes verticaux fixes et traversants. Les efforts longitudinaux et transversaux, ainsi que le moment de lacet, sont mesurés par rapport à ces axes au moyen de 3 capteurs de déformation. Un capteur de 2 kg longitudinalement et 2 capteurs de 600 g transversalement. En outre, la position du convoi est mesurée à l'aide de 4 capteurs de position à cordes. Chaque capteur a été sélectionné en fonction de ses performances technologiques, de manière à pouvoir mesurer les paramètres physiques avec une précision satisfaisante au regard des critères de performance du sassement. Le système de commande et d'acquisition mis en place permet la gestion simultanée des lois de manœuvre des vannes et de l'ensemble des mesures. Il y a centralisation sur un ordinateur des résultats des mesures effectuées avec tous les instruments de mesure. La fréquence d'acquisition est de 5 Hz. Des procédures claires et précises ont été définies pour permettre une mise en route correcte du modèle, une bonne gestion de l'instrumentation et plusieurs mécanismes de contrôle des résultats. Ces procédures ont favorisé une bonne reproductibilité des essais. En remplissage du sas, le bassin d'épargne inférieur est le premier à se vider pour remplir la première tranche du sas. À l'ouverture des 2 vannes du premier bassin d'épargne, l'eau s'engouffre dans les aqueducs transversaux et rejoint la chambre de dissipation. L'eau est ensuite transférée vers le sas à travers les perforations du radier. Les vannes des bassins supérieurs s'ouvrent et se ferment successivement. Les dernières tranches du sas se remplissent finalement via le contournement de la tête amont. En vidange du sas, le radier perforé permet le transfert d'eau du sas vers la chambre de dissipation. L'eau de la chambre de dissipation se dirige ensuite vers les bassins d'épargne, du plus haut au plus bas, ensuite vers le bassin tampon et finalement vers l'avant-port aval via le contournement de la tête aval. Des ondes se propagent et se réfléchissent sur les parois des bassins d'épargne.
Différentes configurations ont été testées. Outre les phases de calibration et de tests préliminaires du fonctionnement du modèle physique, le programme d'essai est constitué de 8 phases. La première phase a permis d'observer les écoulements autour des prises d'eau. Un vortex a pu être détecté en l'absence de toit au-dessus des prises d'eau amont. La présence d'un toit permet de supprimer l'impact de ce vortex sur le modèle physique. L'étape d'optimisation du radier a comparé les pentes d'eau dans le SAS pour 6 géométries de radiers perforés. 2 grandes catégories de radiers ont été comparées, des radiers avec perforation centrale inclinée à 45 degrés et des radiers avec uniquement des perforations verticales. Au sein de chaque catégorie, différentes répartitions de perforations le long de l'axe principal du SAS ont été testées. Des essais avec colorants ont permis de mettre en lumière les mécanismes de distribution de l'écoulement aux premiers instants. Le radier avec des perforations centrales obliques et une répartition relativement homogène le long du SAS s'est avéré optimal. Une phase intermédiaire a étudié l'impact de la position relative des prises d'eau dans les bassins d'épargne. L'excentrement des tulipes n'est problématique ni en termes de perte de charge, ni en termes d'intumescence dans les bassins d'épargne. Les phases suivantes ont été menées en présence d'un convoi de 185 mètres de long. Tant en vidange qu'en remplissage en mode normal, c'est-à-dire lorsque toutes les vannes sont opérationnelles, des lois d'ouverture qui satisfont aux différents critères du programme ont pu être déterminées de manière itérative en collaboration avec les modèles numériques. Ces derniers permettent, après recalage, de générer rapidement et avec une bonne fiabilité une loi d'ouverture qui corrige les écarts constatés. On voit ici l'intérêt de l'approche hybride. Une loi de remplissage en mode dégradé correspondant au chômage d'une vanne du bassin d'épargne inférieur a également été optimisée. Ensuite, des cycles de sassement ont été analysés avec les lois finalement retenues. Les temps de sassement, les efforts sur le convoi et les débits dans les avant-ports sont alors conformes aux performances attendues. Enfin, les résultats ont été validés avec un convoi plus petit de 110 mètres de long pour 2 positions distinctes. Le projet a été une réussite puisqu'on est parvenu à trouver la configuration optimale du radier perforé. Donc on a déterminé qu'il fallait une répartition assez homogène des perforations le long de l'axe de l'écluse. Et d'autre part, on a déterminé que sur les 4 lignes de perforation, les 2 lignes centrales devaient être inclinées, les ouvertures sont inclinées et orientées vers le centre du sas de l'écluse, alors que les 2 lignes aux extrémités sont constituées de perforations d'ouverture verticales. Donc ça, c'est vraiment un élément qui n'était pas si intuitif et qu'on a pu confirmer sur modèle réduit. Et d'autre part, le modèle réduit a aussi permis d'optimiser finement les lois d'ouverture de manière à ce qu'elles satisfassent l'ensemble des critères d'exigence du cahier des charges du projet. L'approche hybride elle a permis de maîtriser les temps d'étude sur la maquette physique en optimisant le nombre d'essais nécessaires à l'obtention de lois d'ouverture des vannes qui régulent cette écluse et tout en atteignant les performances qui étaient attendues pour ce projet. Alors la Société du Canal Seine-Nord Europe est satisfaite du travail qui a été accompli par nos partenaires. Ce travail, qui était pourtant complexe, a permis d'assurer un système de vidange et de remplissage du SAS optimal, tout en assurant la sécurité à l'intérieur du SAS.